Et bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le 14e épisode de La Lame, le podcast qui parle d'art, de militantisme et d'entrepreneuriat. Et c'est justement le thème du jour. Je vais vous parler de ma vie d'artiste, de militante et d'entrepreneuse, de comment je concilie les trois, de pourquoi j'essaye de concilier les trois, des difficultés que ça m'apporte, des valeurs que j'essaye de mettre dans mon travail, des remises en question que j'ai à peu près tous les jours. Et je vais vous parler d'avenir aussi, je vais vous parler de ma vision des choses, de mes remises en question, de mes doutes, de mes réflexions. Je vais vous parler beaucoup de politique, je vais vous parler beaucoup de précarité d'artistes, je vais vous parler aussi beaucoup d'espoir, et je vais essayer en tout cas de vous exposer ma vision des choses et de comment je pense qu'on pourrait y arriver tous ensemble et toutes ensemble. Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour, comment ça va? Bonsoir, bienvenue sur le podcast. J'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui, ça fait longtemps que j'ai pas enregistré. J'ai déjà un nouveau micro, donc voilà, normalement le son il est censé être amélioré, j'espère que c'est le cas. Je suis pas hyper chaud en prise de son, même pas du tout, mais là sur ce micro, vraiment il y a un bouton. Si ça marche pas, c'est que mon micro est pas bon. Non, je rigole. Si ça marche pas, c'est que vraiment je suis pas douée en fait et qu'il y a un problème parce que je me suis saignée pour pouvoir acheter ce micro. Donc j'espère que la qualité sonore vous plaira plus et que ça vous permettra d'avoir une meilleure écoute et tout. En tout cas, voilà, c'est Magali, ma copine Magali qui m'a motivée à acheter un nouveau micro. Je comptais pas du tout faire cette dépense maintenant parce que j'ai dépensé beaucoup d'argent ces derniers mois, mais ça je vous en parlerai un autre moment. Mais effectivement, c'est un projet sur lequel je passe beaucoup de temps. Faire un podcast, c'est de l'écriture, c'est de la planification, c'est de l'enregistrement, c'est du montage, c'est plein de choses, c'est ensuite de la com sur les réseaux sociaux, enfin ça me prend un temps énorme dans ma semaine, et autant que je l'utilise pour un projet bien fait au fond et au bout des choses, et du coup avec un beau son, parce que il y aura d'autant plus de gens qui voudront écouter un podcast agréable à écouter. En tout cas, j'espère que ma voix est bien prise par ce micro, c'était le premier point. Je suis ravie de vous retrouver encore une fois, voilà, ça faisait longtemps que j'avais pas enregistré, donc ça me fait trop plaisir. Et ce podcast, en fait je sais pas pourquoi je l'ai pas fait avant, mais c'est aussi je pense parce que mes idées enfin c'est comme d'habitude en fait, mes idées se mettent en place au fur et à mesure du temps et de mon avancement aussi dans mon activité, etc. Enfin, et ce podcast, il a maturé en fait après ces 2 années d'entrepreneuriat, parce que ça fait déjà bientôt 2 ans que je suis à plein temps dans mon entreprise. Je voulais vous parler aujourd'hui, comme je vous l'ai dit en intro, de ma vie d'artiste, de militante et d'entrepreneuse, en vous parlant déjà de comment ces trois-là sont arrivés dans ma vie, ensuite en vous disant comment moi j'essaie de les concilier au quotidien et de pourquoi je le fais, et ensuite on va parler un peu politique, avenir, vie future, de comment je vois les choses et de pourquoi je fais tout ça, et pourquoi je mélange tout ça en même temps, et enfin voilà. On va y arriver petit à petit, je vais vous raconter un peu une histoire et ça va venir tout seul normalement. En tout cas, je vous souhaite une belle écoute. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à le soutenir en vous abonnant au compte Instagram ou à votre plateforme d'écoute actuelle et en laissant une note. Ça aide vraiment énormément le podcast. C'est encore une fois un projet qui me prend beaucoup de temps, et du coup c'est vrai que quel que soit le petit soutien que vous pouvez lui apporter, moi ça m'aide derrière énormément. Donc merci à vous si c'est fait ou si vous comptez le faire. Et en tout cas, c'est sans obligation, mais voilà. Merci en tout cas de votre soutien. Et on se retrouve tout de suite pour le début du podcast. C'est parti. Alors, je vais vous expliquer rapidement comment ces trois notions sont arrivées dans ma vie. Aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours voulu créer. Depuis toute petite, à mes 6 ans, j'écrivais déjà beaucoup de choses. Je dessinais, je faisais de la cuisine, je créais des journaux, je faisais du collage, j'inventais des histoires, je peignais, je jouais aux jeux vidéo, je lisais. Quel que soit le domaine, j'avais juste envie de créer des choses et j'utilisais tout ce que j'avais sous la main pour pouvoir le faire.
Et il faut dire que j'ai eu la chance que mes parents aient la possibilité et l'envie aussi de me payer tout ce dont j'avais besoin pour créer tout ça. Et ça, c'est une chance énorme et ça vaut de l'or. Vraiment, si je m'intéressais à la peinture, ma mère revenait de Cultura à l'époque avec des pinceaux, de la gouache. Si je commençais à écrire, mes grands-parents me laissaient accès à leur ordinateur, le vieux Mac chez eux. Si je voulais faire à manger, mes parents me laissaient la cuisine pour moi toute seule. Je pouvais faire ce que je voulais. Ils me faisaient des courses pour que je puisse leur faire des repas. J'ai vraiment eu la chance d'avoir un accès quand même hyper libre à la création, et ce depuis toute petite. Et ça, c'est une chance incroyable, et je pense que ça forge vraiment aussi un cerveau à long terme qui est habitué à créer, à imaginer des choses et tout. J'ai bénéficié aussi d'un isolement social quand j'étais en primaire et au collège qui m'a permis de le faire. J'avais pas trop de potes, en gros. J'ai commencé à vraiment avoir une vie sociale au lycée, et là je me suis fait beaucoup de potes et j'ai vécu la vie d'Aloca, n'est-ce pas? Mais avant ça, c'est vrai que c'était pas la joie en termes d'amis, de nombre d'amis, et du coup j'avais beaucoup de temps chez moi toute seule, notamment pendant les vacances ou les week-ends ou les soirs, etc., où je pouvais créer ce que je voulais. Et bon, je sais pas si on peut appeler ça une chance, mais en tout cas, c'était le cas, et ça m'a permis de beaucoup utiliser mon imagination pour me créer une vie un peu à part. Ensuite, arrivée à l'adolescence, je me fais des potes, comme je vous l'ai dit, au lycée, et je rentre, je fais mes premiers pas dans le militantisme. Alors ça, j'en ai jamais encore trop parlé, mais il faut savoir que j'ai une famille qui est très politisée. Ça faisait que du coup, quand on rentrait à la maison le soir, on avait les infos allumées, et depuis qu'on était petite avec ma sœur, c'était des gros débats avec nos parents. On avait beaucoup de liberté d'expression chez moi, et on pouvait dire qu'on n'était pas d'accord, on pouvait expliquer pourquoi, etc. Et on a la chance d'avoir quand même une famille qui nous a donné cet accès-là au sens critique, à la politique, etc. Moi, je trouvais que c'était hyper intéressant et important. Et ça fait que à 14 ans, j'avais déjà des énormes bases. J'ai notamment les 3/4 de ma famille qui sont cocos, donc ça vous donne un petit peu une couleur politique à ma famille. J'arrive en seconde au lycée et je me fais mon premier petit copain qui me propose à ce moment-là qu'on parte en soirée dans la maison de son asso. Et en arrivant dans la maison de son asso, je me rends compte que c'est la maison en fait du Parti communiste de Saint-Denis, et qu'en fait mon copain il est aux Jeunes communistes. Donc les Jeunes communistes, c'est une association bien sûr en lien avec le parti, mais qui est gérée de façon indépendante par des jeunes. On va pas donner de tranche d'âge, mais entre guillemets on va dire que c'est à partir de 14 ans jusqu'à 30, on va dire à peu près. Il n'y a pas de limite d'âge de début ou de fin, mais c'est environ du lycée jusqu'à ton premier job ou gros job où tu commences à finalement soit aller vers d'autres horizons, ou aller au Parti communiste ou dans un syndicat, etc. J'ai intégré finalement la JC contre l'avis de mes parents parce qu'ils voulaient pas que je sois dans les mêmes partis qu'eux, etc. Ils avaient peur en fait de, je pense, trop nous influencer avec ma sœur. Donc c'est pas du tout mes darons qui m'ont amené à aller aux Jeunes communistes, mais je pense qu'il y avait pas mal le fait qu'il y avait tous mes potes et mon petit copain là-bas, et aussi parce que je trouvais des gens avec qui militer, et moi du coup j'avais juste mes petites idées politiques dans ma tête, et la JC ça m'a permis en fait de pouvoir les mettre en action pendant toute mon adolescence. Et du coup à partir de là, s'en sont suivies 6 années où j'ai beaucoup milité. Il y a eu en 6 ans bien sûr plein de causes qui sont passées par là, mais du coup, mon quotidien, c'était de militer, de differ des tracts à la sortie des lycées, de la fac, de coller des affiches, de manifester, de bloquer des endroits, de participer à des formations, des ateliers, de faire des ados-devoirs, de faire des collectes, de travailler en bénévole, notamment à la fête de l'UMA, ou alors à la récolte de dons pour le PC, de faire des stages, de faire plein de choses comme ça. Et c'était incroyable. J'ai pas du tout envie de cracher sur ces 6 années et sur les Jeunes communistes, même si aujourd'hui j'y suis plus du tout et que je suis en désaccord sur plein de choses, au parti notamment, etc. Mais j'ai pas envie de cracher sur la JC, en tout cas quand j'y étais, vraiment parce que juste ça m'a apporté énormément de choses.
C'est là où j'ai vraiment construit un esprit politique, où j'ai appris à parler, où j'ai appris à débattre, où j'ai appris à mettre mes idées sur la table et à les comprendre et à les structurer pour les communiquer à quelqu'un d'autre. J'ai appris à écouter les gens, j'ai appris à comprendre que j'avais des privilèges, même si j'étais une femme, que j'avais d'autres privilèges. J'ai appris l'intersectionnalité. Et j'ai appris aussi qu'on pouvait être fort ensemble et en groupe et à prendre confiance en moi parce que j'ai quand même une petite meuf qui avait pas trop de potes juste avant d'aller à la JC et ça m'a offert en fait une famille politique mais aussi un groupe d'amis assez incroyable où à 14 ans j'avais déjà des potes à Toulouse, à Avignon, coucou Romaine, coucou Lola, où j'avais des potes en fait à Orléans du coup aussi je me suis fait énormément de potes à Orléans. Et en fait, je me suis fait des potes dans toute la France. On se retrouvait pour des gros événements nationaux où, du coup, on partait limite en colonie de vacances à 150. C'était des années absolument magnifiques, tu vois. Et genre, pareil, le militantisme, moi, ça m'avait beaucoup marqué. Enfin, ça m'a permis, par exemple, d'aller coller des affiches à 22h le soir en tant que petite meuf dans la rue et à prendre mon espace dans l'espace public, à prendre ma place, à prendre le micro et débattre et prendre confiance en moi pour débattre et tout. J'étais quelqu'un de super super timide à la base. Donc voilà, ça m'a apporté beaucoup de choses. Ça m'a vraiment forgé un esprit politique et militant. Ça m'a aussi appris plein de choses niveau militantisme, de règles de sécurité en manif, de ce que tu fais avec des mineurs en manif en termes de sécurité, de comment tu gères un groupe, de comment tu gères un événement, de comment tu gères une com aussi pour ton asso. Donc voilà, je pense que c'était important que je vous en parle parce que c'est une période qui m'a beaucoup marquée. Et donc je suis partie en 2019 de la JC, donc à mes 20 ans, après on va dire un conseil national, je crois que c'était, où on a eu des gros désaccords en interne. Et il y a une bonne partie de la JC qui est partie à ce moment-là. Et moi également. J'ai pas envie de m'étaler là-dessus plus que ça, mais il y a eu des gros problèmes en interne qui ont fait que j'avais plus envie de venir et j'étais plus du tout en accord avec ce qui se passait. Du coup, je m'y retrouvais pas non plus dans la forme de militantisme qu'on a appliquée. Voilà, ça a découlé sur plein de choses et c'est pour ça que je suis partie. Alors, je me considère encore comme communiste, j'ai encore plein de potes à la JC, j'ai plein d'attaches coco par ma famille et voilà, je suis pas du tout contre eux. Et enfin, je suis pas du tout en offensive contre eux ou quoi, mais juste j'ai plus envie de militer, en tout cas avec eux. Mais en tout cas, personnellement, je suis en paix avec tout ça et c'est derrière moi. J'ai ensuite milité en autonome à la fac. Alors qu'est-ce que c'est un autonome ? C'est tout simplement un militant qui s'encarte nulle part et qui veut quand même militer et rejoint des groupements de militants. Et en fait, moi j'ai fait mes études, et que je n'ai pas fini d'ailleurs, à Paris 8, donc la fac de Saint-Denis, dans laquelle j'ai fait des études d'art, je sais même plus comment ça s'appelle, tu te rends compte, d'art du spectacle / cinéma après, enfin bref. Et donc dans ces années-là, il y a eu des gros mouvements, notamment par rapport aux réformes de l'enseignement supérieur, à la loi sur les étudiants étrangers, et aussi il y avait déjà une réforme retraite qui allait pas du tout. Et du coup, la fac de Paris 8, comme beaucoup de facs juste avant le Covid, ont été bloquées. Et ce, pendant plusieurs mois. J'ai commencé à beaucoup militer à la fac et à militer seule. Et ça m'a fait beaucoup de bien parce que souvent, les militants, on a quand même des gros a priori quand ils viennent de certains partis si on n'est pas trop d'accord avec tout ce que ce parti-là fait. Et du coup, moi, j'ai vraiment le toncard JC sur la gueule. Et on me parlait souvent pas parce que justement j'avais cette étiquette JC là justement. Et quand j'ai milité toute seule, j'ai trouvé que le dialogue était beaucoup plus facile parce qu'il y avait beaucoup moins de préjugés tout simplement quand on venait me parler. Donc j'ai participé aux AG, il y en a pas mal où j'étais en tribune d'ailleurs, où j'ai pu les animer. Ça c'était encore un autre truc et ça m'a fait beaucoup de bien aussi, je trouvais ça trop passionnant à faire et à essayer de faire de façon éthique. Et pareil, c'est reparti en blocage, en manif, en militantisme. Il s'est passé plein de choses, je vais pas revenir sur tout. Et en fait, ces mouvements-là se sont éteints de façon super brusque avec l'arrivée du Covid, tout simplement. Donc notre occupation, comme toutes les autres, ont été évacuées.
en plein milieu de, du coup, voilà, notre blocage de fac, on nous a dit, maintenant vous êtes confinés, vous rentrez chez vous et c'est terminé. Et c'est fou parce que je me souviens de la semaine juste avant le confinement, qui était vraiment lunaire. Ça m'émeut un peu, c'est drôle. Mais parce que c'était une période un peu compliquée pour moi. Je venais de perdre quelqu'un de très important dans ma vie. C'était une période tellement lunaire où, en fait, on mettait toute notre énergie, on mettait toute notre âme, toutes nos idées, et on y croyait vraiment, et on se battait vraiment pour notre avenir, que, en fait, quand il y a un pote qui est venu et qui a dit, ils viennent d'évacuer je sais plus quelle fac, parce qu'il y a eu un cas Covid dedans, on était en mode, mais arrête n'importe quoi et tout. Et puis 2 heures après, c'était notre fac qu'on évacuait, quoi. C'était vraiment spécial. Et c'était vraiment une grosse claque dans la gueule qu'on s'est pris à ce moment-là. Et une grosse impression de pas fini, en fait. C'était très frustrant. Et ça nous a beaucoup éteint, je pense, à ce moment-là, la lutte. Et elle a repris que quelques temps après... parce qu'après le confinement, je pense qu'on n'avait plus du tout de force, quoi. Moi, après le confinement, je suis partie de la fac. C'est là où je me suis dit, j'ai plus trop envie d'aller à la fac et je suis pas d'accord avec... Enfin, j'aime pas mes cours, tout simplement. J'allais à la fac et le seul moment où j'aimais aller à la fac, c'est quand elle était bloquée, donc c'est qu'il y a un problème. Et c'est là où j'ai commencé à devoir réfléchir à ce que je fais dans la vie et tout. Et aussi à comment je milite, parce que du coup j'avais quitté la JC et j'avais quitté mon groupe de militants de la fac, vu que j'étais plus à la fac, quoi. Donc je continuais à aller en manif par-ci par-là. Et c'est pour ça que je veux dire aussi que militer en autonome c'est bien, et il faut que ça existe et tout. Mais je crache pas du tout sur les partis. Pour l'instant je suis encore autonome, même si je continue à aller manifester, à faire des luttes avec des fois d'ailleurs des assos différentes, des actions avec des assos différentes, que je continue à aller voter. Mais voilà, je suis pas encartée dans un parti en tout cas aujourd'hui, même si, et je trouve que c'est hyper important de le dire, moi je pense que les partis c'est quand même essentiel et tous les militants sont pas d'accord là-dessus. Qu'on le veuille ou non, un jour il faudra qu'on se mette d'accord sur des propositions et les partis c'est des exemples en fait de micro-sociétés dans lesquelles les gens se mettent d'accord, dans lesquelles les gens débattent et c'est pas comme on en a l'idée. Même si ça se passe, c'est sûr, plein de fois, mais c'est pas juste des endroits de dictature où en fait il y a qu'une bonne parole. Il y a qu'une bonne parole et que du coup t'es obligé de penser comme ton parti pense. Ou alors si ça se passe comme ça, c'est que c'est un mauvais parti, tu vois. Mais pour moi, un parti est un parti horizontal, un parti qui vraiment prône une vraie forme de démocratie, c'est censé pouvoir commencer, en tout cas, à créer des visions communes, des programmes communs pour les personnes qui sont encartées dedans et pour la société en général. Moi, je pense que les partis, c'est une forme de petit endroit qui montre que en fait, c'est pas seulement une machine à censure comme on l'entend partout, mais c'est un endroit où on peut se mettre d'accord. Et c'est déjà une forme de faire société autrement que de réfléchir à nos façons de créer la démocratie et de créer un parti. Et je trouve ça extrêmement intéressant. C'est pour ça que les partis, je suis pas contre et que je suis pas anti-parti personnellement, même si je comprends qu'on ait des avis différents là-dessus. En tout cas, pour moi, c'est pas la seule forme de militantisme possible. Tu peux le faire avec des groupes d'autonomes, tu peux le faire avec des assos, tu peux le faire avec des syndicats, tu peux le faire de plein de façons. Et les partis, c'est une des façons. Et en tout cas, créer des programmes communs, c'est essentiel et ça va du coup de plus en plus le devenir. Mais ça, on va y revenir, on y est presque. Je finis juste mon histoire. En fait, à la fac, j'ai appris qu'on pouvait mettre notre militantisme dans notre art. Et ça, c'est un truc auquel j'avais jamais pensé, de coupler les deux. Parce que d'un côté, moi, je faisais mon art de mon côté, je racontais mes bails et tout. Ah, quoique, c'est même pas vrai, parce que au bac, j'avais déjà fait un bac engagé et tout. Mais c'est là où j'ai vraiment conscientisé que tu pouvais mettre tes idées dans ton art. C'est là aussi que je me suis rendu compte que tu pouvais mélanger le militantisme à l'art et que tu pouvais mélanger l'art au militantisme et te servir de l'art dans des actions de désobéissance civile, que tu pouvais te servir de l'art dans des manifestations, que tu pouvais te servir de l'art du coup au sein de ton parti et dans tes formations, dans plein de choses, que tu pouvais aussi te servir du militantisme dans ton art pour faire passer des messages et que tu pouvais mettre tes valeurs dans tes productions artistiques pour en fait faire passer des messages et pour communiquer avec les gens d'une autre façon et pour les toucher autrement. C'est là où j'ai vraiment appris ça
Et du coup, moi, je suis partie de la fac en ayant, en tout cas ces deux-là, le fait de coupler art et militantisme. C'est drôle, ça m'émeut de ouf. Cette période, c'était très fort. Je voulais juste envoyer un peu d'amour si jamais j'ai des copains de la fac qui m'entendent aujourd'hui. C'était des mois de lutte incroyables. J'ai rencontré plein de gens avec qui on a essayé très très fort. Et je voulais leur passer un petit coucou aujourd'hui. Leur dire que je les aime. Parce que c'était vraiment des gens en or. Voilà. Donc bam, Covid à ce moment-là. J'ai vécu des épreuves horribles juste avant le Covid. Plus le fait que notre militantisme se fasse écraser la gueule. Donc c'était un confinement vraiment, voilà. Mais en gros, ça m'a appris qu'il fallait que je m'aime et que la vie c'était court et qu'il fallait que j'y fasse ce que je voulais. Voilà. J'ai été pleine d'émotions et coupée dans ma rage et du coup il fallait que je réagisse. Alors à la sortie du confinement, j'apprenais à mes parents que je retournerais pas à la fac. Il fallait que je crée ma boîte et que je me lance parce que l'envie était trop forte pour atteindre. Et c'était là que je trouvais sens en fait. Et je voulais vivre de ce que je faisais. Et c'est là que l'entrepreneuriat arrive dans ma vie. Car comme vous le savez, être photographe, c'est pas possible si t'as pas un statut de merde. Je rigole, mais en gros, si tu veux être salarié en photo, du coup tu vas travailler avec une boîte et c'est très bien. Alors moi j'aurais rêvé dans une boîte de rêve pouvoir avoir un CDI. Mais les offres sont très rares et les demandes très nombreuses. En plus, bah voilà, c'est pas forcément exactement dans ce que j'aime moi, etc. J'ai pas trouvé en tout cas. Je pense en tout cas qu'il y a plein de CDI en photo qui sont très intéressants, mais moi j'en ai pas trouvé encore pour l'instant. Et du coup, si tu veux vivre de la photo, il y a 3 choix qui s'offrent à toi, même s'il y en a plus en vrai, mais t'as compris. Les 3 choix principaux, c'est soit tu peux être en intermittence, mais pareil, c'est super rare parce que il faut que tu sois dans des domaines bien spécifiques pour qu'on puisse te donner des cachets. Sinon, enfin voilà, typiquement, tu vas travailler avec le bar du coin ou avec la petite bijouterie du coin, elle va pas te faire un cachet, tu vois. Donc, ou alors avec des particuliers. Donc, il faut que ce soit dans un domaine bien spécifique si tu veux faire ça. Sinon, tu peux être artiste-auteur, mais pareil, bon, artiste-auteur, c'est pas facile. Moi, j'y connais pas grand-chose. Mais en gros, tu vis sur tes droits d'auteur. Mais moi, clairement, on va pas se mentir, à 20 ans, j'aurais jamais vécu de mes droits d'auteur et encore aujourd'hui, je pense que je peux me faire cuire un œuf avec ça. Donc, ma seule solution, c'était de faire une auto-entreprise. Mais déjà, truc de ouf, je peux mélanger art et entrepreneuriat. Tu vois, les deux notions, elles se mélangent aussi. Je fais un truc un peu ludique, voilà, j'essaye des choses. Mais du coup, j'avais d'un côté, je savais qu'on pouvait mélanger art et entrepreneuriat, et de l'autre côté, art et militantisme. Au début, je faisais des prestats et je militais à côté. Et en arrivant à Lyon, quand j'ai vraiment installé mon entreprise et décidé de m'y mettre à plein temps, où la lutte s'était passée au second plan, honnêtement... Premier plan, c'était il fallait que je puisse vivre. C'est encore mon premier plan. Ça n'a pas changé après 2 ans. Genre, il faut que je puisse gagner ma croûte, quoi. J'ai 50 ans, pour parler comme ça. Mais il fallait que je puisse vivre, quoi. Et les premières années d'une boîte, c'est l'enfer sur Terre. Clairement, j'avais envie de décéder. J'ai envie de décéder. Je sais pas pourquoi je mets ça au passé, c'est horrible. Mais pareil, moi j'ai vraiment besoin de sens dans ce que je fais. Et du coup, ce besoin de sens est arrivé au galop. Et je me suis rendu compte que je pouvais pas travailler dans des trucs qui vont vraiment trop à l'encontre de mes valeurs. Et que j'étais beaucoup plus efficace dans des trucs où je trouvais du sens. Et du coup, j'ai commencé à beaucoup plus communiquer sur mes valeurs sur les réseaux sociaux. Ce qui m'a valu beaucoup de stress, en vrai. Parce que, encore sur Insta, c'est pas ma plus grosse base de clients. Insta, c'est surtout une base de clients particuliers. Et ils savent quand même un peu mes idées politiques depuis longtemps. Mais là, je les ai vraiment affirmées, assises, etc. etc. Et c'est clair comme de l'eau de roche, on va pas se mentir. J'avais pas trop peur pour Insta, j'avais surtout peur pour mes autres réseaux de type LinkedIn, par exemple. Ou d'en parler, même si sur Insta, ouais, que je sais pas, j'ai des clients qui le sachent. Ou alors, en fait, sur mon site internet, c'est mon portfolio, en fait, que j'envoie à tous mes clients. En fait, j'ai clairement des shootings avec des grosses pancartes dessus. Et en fait, maintenant, tous mes shootings artistiques
comportent du coup des messages ou des idées qui sont importantes à mes yeux. Du coup, c'est visible en fait, c'est hyper visible. Et ça, j'ai eu peur en fait de perdre des gens. Et au final, j'en ai perdu 2-3 clients. Mais en fait, je pense que t'en perds pas beaucoup. Et même t'en gagnes quand tu assumes tes idées. Parce que déjà, tu travailles mieux. Et en plus, tu travailles avec des gens qui font sens avec toi. Et c'est un fait une sorte de cercle vertueux. Et en fait, tu es intégré à leur réseau de clientèle et leurs potes qui sont aussi potentiellement des clients, qui sont encore une fois alignés avec toi. Et au moins, tu travailleras plus avec des gens que t'aimes pas. Donc, c'est pas mal. Mais ça fait peur quand t'as vraiment pas d'argent. Mais on en reviendra après. Bref. Aujourd'hui, je trouve que c'est beaucoup plus cohérent comme ça, en fait, mon activité. Et maintenant, du coup, vous avez compris comment je peux coupler les trois. Donc j'ai appris à mettre mon militantisme dans mon art et à commencer à essayer de vivre de mon art et à comprendre en fait que j'étais beaucoup plus forte comme ça aussi, que en fait je pouvais avoir beaucoup plus de poids. Mais ça, c'est ce que je vais vous raconter tout de suite. En fait, c'est des milieux qui sont quand même assez, je trouve, pas très potes, on va pas se mentir entre eux. Notamment le milieu de l'entrepreneuriat avec le militantisme et le milieu de l'entrepreneuriat avec l'art. Et je vais essayer de décortiquer ça maintenant avec vous. L'entrepreneuriat, c'est encore pas mal un gros mot pour les militants. Et c'est encore pas mal un gros mot pour les artistes. Et je comprends totalement. On voit l'entrepreneuriat comme un truc de droite quand on est militant. On voit l'entrepreneuriat comme un truc purement commercial et vulgaire quand on est artiste. Mais je pense pourtant que c'est une des clés pour notre monde de demain et en tout cas notre militantisme et le fait qu'on veuille changer notre monde justement. J'ai passé ma vie en tant que femme à reprendre la place qu'on m'accordait pas, ma place à moi, celle qui me revenait. Et l'entrepreneuriat pour moi c'en est une et ça vaut pour toutes les luttes. Pour moi l'entrepreneuriat c'est le monde de l'entreprise tout simplement, mais c'est aussi le monde des projets en tout cas. C'est le fait d'entreprendre quelque chose. Pour moi c'est ça l'entrepreneuriat. C'est pas juste le monde des patrons, l'entrepreneuriat, et je pense que c'est ça qu'on a du mal à voir. Et ce monde-là, en fait, il est toujours occupé par les mêmes gens. Par des gens privilégiés, des blancs, qui sont avec une quantité d'argent suffisante à la naissance pour pouvoir se lancer là-dedans, et notamment beaucoup des hommes. Et moi-même, j'en fais partie, en tout cas en partie de ces privilégiés-là, par le fait que je sois blanche. Que je viens d'une famille de classe moyenne où j'ai jamais eu de manque financier, en tout cas, où j'ai jamais eu de manque niveau financier, où je suis pas du tout riche, mais si j'ai un problème avec ma boîte, en fait mes parents ils m'aident et je pense que tu peux pas te lancer dans ton entrepreneuriat si tes parents ils t'ont jamais donné un centime, genre c'est impossible, c'est vraiment impossible. Et en fait, j'ai envie de montrer aux militants et aux militantes que cette place-là, il faut qu'on la prenne nous. Il faut qu'on continue à lutter pour nos droits et contre les grandes firmes, bien sûr. Mais en fait, il faut qu'on continue à lutter sur le terrain, évidemment. Que ce soit pour nos droits, contre un capitalisme productiviste et écocide et meurtrier pour les gens. Et aussi contre des grandes firmes qui respectent pas leurs salariés, contre le sexisme, contre le racisme, contre l'homophobie, contre beaucoup de choses. On a encore beaucoup de choses à revoir. Mais en fait, il faut aussi que les entreprises de demain, de notre monde de demain, on participe aussi comme on peut à les créer. Bien sûr, encore une fois, comme on peut. Il faut qu'on crée des entreprises qui soient dirigées par d'autres personnes que des hommes blancs riches. Il faut qu'on crée des entreprises dirigées par des femmes, il faut qu'on crée des entreprises dirigées par des personnes racisées, par des personnes non binaires, par des personnes qui viennent de milieux pauvres, parce qu'en fait ces personnes-là, qui ont subi des discriminations toute leur vie, elles seront beaucoup plus à même de créer des boîtes, des entreprises qui répondent à des vrais besoins qu'on a dans la société aujourd'hui, et pas des besoins capitalistes qu'on sort de notre chapeau magique du Père Noël, mais des besoins réels, de la vie réelle. En fait, les besoins de la vie réelle, c'est qu'il faut qu'on mange, c'est qu'il faut qu'on soit logé, c'est qu'il faut qu'on ait des espaces de santé, c'est qu'il faut qu'on ait des espaces de loisirs, c'est qu'il faut qu'on ait, et ce pour tout le monde, des espaces d'éducation pour tout le monde, et que on ait des sociétés
qui se battent réellement contre les discriminations, qui se battent pour une production écologique et éthique de tout ce dont on a besoin, encore une fois, et qu'on ait accès aux loisirs, qu'on ait accès au sport. Ces entreprises-là, qui vont donner ces accès-là aux gens, elles seront beaucoup plus à même d'être éthiques dans leur façon de produire, dans leur façon de diriger et dans la réponse aux besoins, si elles sont dirigées justement par d'autres personnes que des hommes blancs riches qui n'ont pas conscience en fait de ces problématiques-là. Il faut qu'on crée des entreprises à impact écologique et social intéressantes. Il faut qu'on crée des lieux, il faut qu'on crée des projets, il faut qu'on crée des médias, parce que si les réseaux mainstream ne veulent pas bouger, eh ben créons les nôtres. Et c'est déjà le cas. Il y en a plein qui sont créés tout le temps, et c'est incroyable. En fait, voilà, il faut qu'on prenne nos places dans les médias, il faut qu'on prenne nos places dans des postes à responsabilité politique, il faut qu'on crée des entreprises locales aussi, à plus petite échelle, et qu'il y en ait de plus en plus pour répartir un petit peu le pouvoir économique du pays. Et moi, je trouve pas du tout ça contradictoire, et au contraire, je trouve que ça va très bien avec le fait, d'à côté, continuer à lutter sur le terrain contre, encore une fois, le grand capital, contre nos droits pour un revenu universel, pour l'accès à toutes et à tous à une vie décente, et je trouve pas ça, voilà, encore une fois, antinomique, au contraire. Réapproprions-nous des lieux auxquels on n'a pas accès, et notre parole en sera d'autant plus forte. Entreprendre d'un point de vue économique, je vais pas vous mentir, ça me fait chier. Ça me fait vraiment chier. J'ai mis toutes mes économies en fait là depuis 2 ans dans ma boîte. J'ai perdu beaucoup d'argent. Aujourd'hui, j'ai plus rien de côté. Voilà, j'ai vraiment plus une thune de côté. Et ça me fait peur en fait, même si j'ai des parents encore une fois qui m'aident pour mon loyer et qui me laisseront jamais à la rue. Mais c'est ouf quoi. Moi je travaille beaucoup, vraiment, comme plein de gens, hein. Mais, et je gagne très peu, vraiment pas assez, en tout cas aujourd'hui, même si j'en vis, etc. Et avec les changements que j'ai fait dans ma vie actuellement, je peux plus en vivre. Voilà. Et ça me fait peur. Dans quelques mois, je sais pas si je pourrai garder mon appartement parce que je vais arriver au bout de mon bail. Et si je le perds, c'est vraiment la cata. Parce que vu mon dossier, j'en retrouverai pas un autre. Je sais vraiment pas comment je ferai. Faudrait que j'intègre une autre coloc ou je sais pas quoi, mais si j'ai envie d'habiter seule, en tout cas, c'est mort. Vraiment, c'est mort. Donc c'est ouf, tu vois. Genre moi, vraiment, d'un point de vue économique, l'entrepreneuriat, ça me fait chier. Moi, je suis vraiment pour... J'en blague souvent sur le podcast d'ailleurs, mais je suis vraiment pour le revenu universel. Et le fait d'être entrepreneur, ça va pas à l'encontre de ça, en fait. Parce que pour moi, entreprendre, c'est au-delà d'un point de vue économique, c'est vivre, en fait, son travail à plein temps, communiquer dessus, créer des prestations pour des clients, répondre à des besoins. L'entreprise, c'est ça à la base, c'est répondre à une problématique et trouver des solutions pour aider les gens dans leur démarche. Moi, ma problématique, c'est les gens, ils créent des événements et ils en veulent des souvenirs, ou alors ils veulent des souvenirs de eux, ou alors ils ont besoin de photographies de qualité pour trouver du travail, notamment pour des castings, etc. Moi, ma solution, c'est que je leur fais des photos. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Mais le fait qu'on n'a pas de thunes, ça me force à faire des TikTok, à faire des trucs dans lesquels je trouve pas vraiment de sens. Je vais pas mentir. Tu vois, si on avait le revenu universel ou le salaire de base ou j'en sais rien, t'as capté, je pourrais faire la même chose, mais de façon beaucoup plus qualitative, parce que je pourrais avoir le temps de le faire bien, donc je ferais pas rien, au contraire, je ferais mieux. Je pourrais ne plus passer des heures à essayer de communiquer de toutes les façons possibles sur mon art pour pouvoir bouger les algorithmes comme je le veux. Pour moi, les deux, ça va vraiment de pair. J'apprends l'entrepreneuriat parce que j'ai envie aujourd'hui de vivre de ma passion, mais je continue à militer parce que j'aimerais en vivre de base et pouvoir du coup créer des belles choses grâce à ça. Je sais pas si je suis claire, mais je pense que oui. Et en fait, dans un monde actuel, pour moi, l'entrepreneuriat, en tout cas essayer de le comprendre et de vivre de son art, ça fait que tu peux en le faire à plein temps, tu vois. Enfin, moi, dans un monde actuel, là, tout de suite, si ça marche, bien sûr, parce qu'il y a plein de fois où ça marche pas, et c'est pas du tout de la faute des artistes. Je pense que c'est vraiment la société qui est vraiment pas juste.
Mais essayer de vivre de son art, ça fait que en fait tu peux le faire à plein temps quoi. C'est con hein. Ça devrait être normal mais voilà. L'entrepreneuriat, moi ça me permet de faire ça toute la journée. Tout le temps, à plein temps. Donc voilà, c'est des nouvelles façons de communiquer, de partager. Et c'est une façon pérenne de vivre de notre activité que de se lancer commercialement parlant dedans. Si ça marche, bien sûr. N'ayons pas peur de demander aussi une rémunération décente. C'est comme ça qu'on tiendra à long terme. Là, je parlais surtout du fait que pour les artistes, encore une fois, l'entrepreneuriat, c'est un terme assez vulgaire. J'ai l'impression que l'artiste, à partir du moment où il demande une rémunération pour son travail, c'est vu comme un vendu ou quelqu'un qui est avare d'argent et de je ne sais pas quoi. Alors que juste vivre de son art, ça veut dire que tu peux le faire tout le temps. Et c'est la seule chose qu'on demande. Donc, en fait, donner des outils entrepreneuriaux aujourd'hui à des artistes, ça fait qu'ils seront juste plus respectés, qu'ils pourront mieux vivre de ce qu'ils font et qu'ils arrêteront de se faire exploiter. C'est pas la honte d'apprendre des outils entrepreneuriaux pour vivre de notre activité, même si j'aimerais, bien sûr, qu'on n'ait pas à le faire. Et pareil, plus on est visible, plus on est solidaire, plus on a de la force et du partage, et plus l'art vivra. Moi, j'ai vraiment envie de montrer aux artistes qu'on n'est pas des concurrents entre nous. Il y a plein de photographes à Lyon. On est 4000 photographes professionnels, tu te rends compte ? C'est énorme. Mais moi, c'est pas des... Et c'est pas pour rire que je le dis, j'y crois vraiment. C'est pas des concurrents, en fait. C'est des collègues. Et plus on parle entre nous, et plus on se serre les coudes, et plus on s'apprend les tarifs qu'il faut appliquer, plus on s'apprend à répondre à des clients, à se rémunérer bien, à gérer nos statuts sociaux, à comprendre comment faire un peu tout ça. En fait, plus on pourra tous en vivre. Et pour moi, c'est un peu le but. C'est pas juste que moi j'en vive. Alors déjà, c'est beaucoup, et si j'y arrive, je serai très contente d'en vivre vraiment à long terme, voilà, toute ma life. Mais c'est que tout le monde puisse en vivre, en fait. Moi, j'en peux plus. Mais je te jure, j'en peux plus. Je vous tutoie, mais c'est pas grave. J'en peux plus de voir des artistes qui crèvent la dalle. C'est normal aujourd'hui, et pas que les artistes, tous les métiers bien sûr, et je pourrais jamais parler pour tout le monde et machin, mais c'est pas le but là, je parle des artistes qui taffent comme des oufs à plein temps et même beaucoup plus, beaucoup trop, qui se foutent en burn-out et qui s'épuisent et qui mettent toute leur âme dans un truc et qui sont payés de la merde et qui sont pas reconnus, qui ont aucun droit, qui ont pas... Enfin, vous trouvez ça normal qu'aujourd'hui un artiste, ça n'a pas de retraite, ça cotise pas pour sa retraite dans plein de statuts sociaux, ça a pas le droit au chômage, ça a pas le droit à des aides, ça a pas le droit à plein de trucs, enfin, on est quand même dans des statuts sociaux qui sont mais honteux quoi. On n'a pas de SMIC horaire quand on est en auto-entreprise. Et en vrai, c'est la même merde pour les intermittents ou pour les autres statuts. Tu taffes tellement de temps pour gagner que dalle. J'ai une pote, je te fais des gros bisous si tu m'écoutes, qui est comédienne. Et des fois, en fait, elle va faire 3 semaines de prépa d'une compagnie pour toucher au final 2 cachets parce qu'il y a 2 représentations et qu'ils ont dit, on va vous payer que représentation, tu vois. Et c'est même pas de la faute des compagnies, c'est que même eux n'ont pas d'argent. Mais tu te rends compte, tu vas taffer 3 semaines pour gagner 2 cachets. Enfin, et on ose avoir une vision des artistes comme des gros branleurs troubadours qui foutent rien de leur life et qui font que fumer des joints et qui, genre, c'est très... Bref. La honte, quoi. La honte. J'ai écrit un post sur LinkedIn la dernière fois. Je l'ai pas encore posté. Enfin, si, quand le podcast est sorti, je l'ai posté, mais j'ai écrit un truc la dernière fois, j'étais trop vénère. J'étais en mode, mais écoutez les artistes quand ils vous disent qu'ils sont dans la merde, écoutez les artistes quand ils vous disent que ils en peuvent plus. Parce que c'est bien beau, en fait, d'aller voir des films au cinéma, c'est bien beau de contempler une photo dans une galerie d'art, c'est bien beau d'aller voir une pièce de théâtre, c'est cool d'écouter quelqu'un chanter sur TikTok, d'aller voir un spectacle de stand-up, j'en sais rien. Mais en fait, ces gens-là, déjà, s'il y en a la moitié qui gagnent leur vie, c'est cool. Et en plus, eux, dites-vous, c'est les plus privilégiés, hein, parce qu'il y a tous les autres qui sont derrière. Et les artistes aujourd'hui crèvent la dalle, ils sont dans la merde, et moi j'en peux plus. Et vous allez vous dire, mais pourquoi elle me parle de ça ? Et pourquoi elle pleure derrière son micro depuis 1 heure ? Mais ça m'a pris du temps à vous expliquer, mais tout ça c'était pour vous dire qu'aujourd'hui j'ai compris qu'il faut, et que c'est important pour moi,
en tout cas dans ma vie, que j'allie les trois, parce que ça n'a pas sens sinon. En tout cas, c'est pour ça qu'aujourd'hui je les regroupe, ces trois-là. C'est que je pense qu'il faut qu'on se batte autant sur le terrain que au sein de nos entreprises, que au sein de notre art. Parce qu'on sait que l'art aussi, ça a un énorme impact pour réveiller les gens, pour leur communiquer des valeurs. Qu'on fasse un art engagé ou non, l'art, ça a des conséquences sur les représentations. Et que du coup, nos représentations soient politiques, qu'on le veuille ou non. Et que du coup, ça, il faut en prendre conscience et y penser. En tout cas, aujourd'hui, j'ai envie qu'on visibilise les acteurs et les actrices du monde culturel pour montrer que tous ces gens-là ont un réel impact sur la société en vivant de leur activité et que c'est possible. Et je vais vous dire maintenant un peu comment je vois les choses aujourd'hui et comment j'essaie de les appliquer et comment je les vois dans l'avenir. En tout cas, j'essaye de mettre du sens dans ce que je fais. Et je dis pas que je le fais bien ou pas bien. Juste, j'essaye de faire des trucs. Et je vous en parle. Moi, aujourd'hui, du coup, j'essaie de mettre du militantisme dans mes photos. Donc, dans mes projets artistiques, par exemple. Dans mes portraits et tout, je les utilise beaucoup pour faire passer des messages, etc. Et je les explique toujours au moment des publications. J'essaye de plus en plus de travailler avec des entreprises à impact, ou en tout cas avec des entreprises qui, je trouve, ont des belles valeurs. Alors, c'est pas du tout facile, parce que déjà trouver des clients de base, c'est pas facile. Et du coup, voilà, ça se fait pas du jour au lendemain. Quand je vous dis ça, là, c'est des choses que je fais à long terme. Mais en tout cas, aujourd'hui, quand je démarche surtout des entreprises qui me plaisent au niveau des valeurs. Et j'aimerais vraiment beaucoup plus travailler pour des festivals écolos, des festivals féministes, des festivals qui mettent en avant des handicaps. J'essaye de travailler avec des entreprises à impact, en tout cas aujourd'hui c'est celle que je démarche, des entreprises écolos, des entreprises, des scopes, beaucoup. J'essaye de démarcher des labels, des boîtes de prod, des salles, des assos culturelles lyonnaises qui ont des fortes valeurs. J'essaye de prendre conscience de l'impact de mes représentations et je suis encore loin d'avoir terminé, ça se termine jamais, mais voilà, j'essaye en tout cas de faire attention quand je prends des modèles. Il y a encore beaucoup de choses que je fais mal, mais quand je choisis mes modèles, quand je les prends en photo, j'essaie de le faire d'une façon la plus bienveillante en tout cas possible, je l'espère. Quand je donne des cours à mes étudiants, j'essaie de mettre du sens dedans aussi et de leur communiquer l'importance des représentations et du traitement des modèles notamment et du traitement de ses collaborateurs. J'essaie dans mon podcast en tout cas de donner des outils à d'autres artistes entrepreneuriaux pour qu'ils se sentent moins seuls, qu'ils sachent qu'ils ne sont pas les seuls isolés à être avec des problèmes dans leur coin, mais qu'on est tous dans le même panier. J'essaye de leur montrer que avec tel ou tel outil entrepreneurial, moi j'ai réussi à trouver des clients et que peut-être eux pourront aussi. J'essaye de mettre en avant le fait que, encore une fois, pareil, les représentations c'est important, que dans notre art on peut s'engager, qu'il faut qu'on fasse gaffe à ci, ça, qu'on pourrait essayer ci, ça. J'essaye de leur donner de l'espoir. Alors ça fait 2 heures que je chiale dans mon micro, mais j'espère en tout cas que vous comprenez que si je fais tout ça, c'est que j'ai espoir, hein, sinon je le ferais juste pas. Je pense que les choses peuvent changer et qu'elles changent tout le temps, partout, et que en fait on peut les faire basculer d'un autre sens aussi. J'essaye de faire venir des invités artistes engagés qui vivent de leur passion, montrer comment eux ont pu s'engager comment dans leur art, comment eux ont pu vivre de leur art, comment eux voient l'avenir, comment eux créent des liens, des ponts entre les gens. Voilà, le podcast pour moi ça représente beaucoup et c'est pour ça que c'est aussi le leitmotiv, on va dire, du podcast art, militantisme, entrepreneuriat. C'est que je suis convaincue que les trois vont de pair et qui peuvent collaborer très bien et qu'aujourd'hui, en tout cas, il faut qu'on crée des médias à nous. Et pour moi, le podcast, c'est un média qui est d'ailleurs voué à évoluer, mais c'est un média à part entière dans lequel on peut faire vivre nos idées, nos réflexions, réfléchir ensemble justement à une nouvelle façon de créer un autre monde, quoi. Donc c'est toutes ces choses-là. Et aussi, j'essaye
de faire attention à comment je consomme. Alors je commande encore sur Amazon, I'm sorry. Genre vraiment, des fois tu peux pas faire autrement, le monde est ainsi fait. Mais au maximum, en tout cas aujourd'hui, là, tous mes costumes pour mes shootings, c'est que de la seconde main. Bon bah le make-up, c'est pas du tout écolo, on va pas se mentir. Mais mes décors, j'essaie de les construire moi-même, avec ce que j'ai sous la main. Et mes costumes, pareil, j'ai aucun truc neuf en costume. J'essaye en tout cas voilà, de faire les choses bien au maximum et le maximum de produits technologiques que je peux acheter en seconde main aussi, je le fais. Moi en tout cas, ce que je veux faire, c'est vraiment cette année, et de toute façon j'ai pas le choix parce que vraiment c'est cette année ou rien, réussir à stabiliser et pérenniser ma boîte et mon projet parce que honnêtement aujourd'hui c'est pas toujours simple du tout. Et là cette année il faut vraiment que je sois forte sur mes appuis pour pouvoir continuer tous ces projets-là à côté et qu'ils en fassent partie aussi. Je veux créer des lieux de rencontre, des endroits de parole, des réseaux de solidarité entre les artistes. Et j'ai la chance aujourd'hui d'avoir rencontré des personnes incroyables. Et je sais qu'il y en a quelques-uns, même pas mal, d'entre eux qui écoutent mon podcast. Et je tiens à leur faire des gros coucous aujourd'hui. Notamment, je sais que Maëva, Elsa et Clarisse écoutent beaucoup mes podcasts. Donc je fais des gros bisous. Et gros bisous aux autres aussi. Bref, j'ai rencontré des gens incroyables avec qui on essaye de faire des trucs. Et je sais pas où ça en est là au moment où je vous en parle, parce que ça sort dans 1 mois. Mais je pense que c'est en bonne voie, j'espère. On essaye de créer justement ça, mais on vous en reparle bientôt. En tout cas, ensemble, on a beaucoup avancé dans ces réflexions-là. Et on pense que si on crée des lieux de rencontre, premièrement, des lieux de débat, des lieux et des événements pour pouvoir échanger et se rencontrer et créer du réseau entre artistes pour qu'on puisse apprendre à se professionnaliser, apprendre à vivre de ce qu'on fait, apprendre à s'en sortir, apprendre à avoir un statut solide, à avoir des bases solides pour se faire respecter dans ce qu'on fait, apprendre à communiquer, apprendre la portée politique de nos créations aussi, et créer tous ensemble aussi un art de plus en plus engagé, un art éthique, un art avec des représentations inclusives, un art écolo et tout ce que vous voulez. On pense que ça peut vraiment beaucoup aider. Donc voilà, c'est à venir, mais ça c'est dans les perspectives d'avenir de ouf. C'est de se rencontrer et de se solidariser de ouf entre nous, voire de créer nos syndicats, créer nos espaces de décision et nos espaces aussi de parole, quoi. Enfin, les gars, mais on est chacun dans nos coins. Mais il faut qu'on crée... À Lyon, d'ailleurs, il y a des lieux... si vous écoutez ce podcast, je pense que vous les connaissez, mais notamment le Café Rosa, le Boomerang. Il y a pas mal de lieux comme ça, un peu alternatifs. Il y a la Maison de l'écologie aussi, je crois, mais je connais moins. En tout cas, je connais bien le Café Rosa et Boomerang, et c'est des lieux comme ça qui permettent... aux artistes de pouvoir se retrouver. Vous vous rendez compte de la force qu'on a chacun dans nos coins, du nombre de gens qu'on touche. Encore une fois, rien qu'en photo, on est 4000. Alors, je pense pas que dans les 4000 photographes professionnels lyonnais, il y ait que des gens bien, ou que des gens de gauche, ou que des machins. Bah, pour moi, c'est la même chose, mais t'as compris. 4000 photographes pro, alors ça veut dire qu'il y a combien de danseurs, de danseuses, il y a combien de musiciens, musiciennes, il y a combien de chanteurs, chanteuses, il y a combien de vidéastes, il y a combien d'écrivains et d'écrivaines, il y a combien de scénaristes, il y a combien de réals, il y a combien de... En fait, de make-up artistes aussi, il faut pas les oublier, de modèles, et il y a combien d'artistes en général, en fait. Pourquoi on est chacun dans notre coin? Pourquoi on se rencontre pas? Et t'imagines le nombre de gens que tous ces artistes-là touchent au quotidien, parce que c'est des gens qui créent des trucs. Donc c'est des gens qui créent des photos, des films, c'est des gens qui créent des musiques, qui créent des choses qui touchent d'autres gens. Si tous ces gens-là, c'est une force de frappe de ouf, si tous ces gens-là se réunissent dans une pièce et que tous ces gens-là
tu leur permets de pouvoir, encore une fois, être carrés sur leurs appuis, que tu leur permets de leur montrer que non, en fait, faut qu'ils aient confiance en eux parce que c'est des gens incroyables qui se battent pour leur passion et pour leur truc tout le temps et que c'est des gens trop ouf et que tu leur donnes aussi les moyens de le faire, que tu leur donnes le réseau, que tu leur montres que, en fait, c'est possible qu'on fasse des trucs tous ensemble et que tout cet écosystème-là s'autogère et s'auto-nourrit et que ces gens-là, ils prennent la parole sur des sujets de militantisme pur, sur des causes, sur des projets d'avenir. En fait, on a une force de frappe de ouf militante, quoi. Et pas que, mais voilà. Enfin, moi, je pense que toutes ces choses-là se nourrissent entre elles. Et là, depuis tout à l'heure, je parle en mon nom. Hein. C'est pas avec le groupe là dont on parlait avant. J'ai pas envie de parler pour eux, mais on se rejoint sur pas mal de trucs, en tout cas. Voilà, enfin, tout ça, c'est pour vous dire, faut pas oublier. Et ça, c'est vraiment un truc que les politiques veulent nous faire entendre. On essaye de nous montrer que des êtres humains tout seuls, c'est des petites fourmis dans la fourmilière et qui servent à rien, ils sont pas impactants, tu vois. Alors qu'en fait, chacun, et ça, c'est vraiment un truc de gouvernement ou un truc de grand riche qui veut pas que le monde change pour garder ses privilèges que de montrer aux gens qu'ils ont pas de force de frappe tout seuls. Mais déjà, ça, c'est pas vrai. Parce que vous avez une force de frappe énorme dans votre métier, vous avez une force de frappe énorme au niveau de votre entourage, vous avez une force de frappe énorme avec votre art. Alors en plus, si on se réunit et qu'on parle toutes et toutes ensemble, on est invincible. Et c'est exactement le principe de l'intérêt général en fait. Et c'est exactement ce qu'essayent de faire nos politiques, c'est de nous diviser pour mieux régner. Si on se réunit, on sera beaucoup beaucoup plus forts, toutes et tous ensemble. Il faut qu'on apprenne à se parler. Faut qu'on apprenne à se serrer les coudes. On a trop appris à être individualiste et à faire les trucs dans nos coins et à se lancer des mauvais regards. Mais moi aussi, j'ai eu le seum des fois quand j'ai vu des photographes plus jeunes que moi qui vivaient déjà de ce qu'ils faisaient. Enfin, on est appris à être en concurrence tout le temps, tu vois. On est tellement dans la merde dans nos coins qu'on en vient à avoir le seum que les autres, ils y arrivent. Enfin, c'est quand même super triste. Moi, ça me fait pas plaisir, tu vois, d'avoir le seum contre d'autres gens qui arrivent à en vivre. On pourrait tous en vivre et tout en vivre. Et c'est pas un truc d'idéaliste et de trucs que je sors de mon chapeau, tu vois. Le monde, il peut changer dans le mal, alors il peut changer dans le bien, très clairement. Et ça, faut pas qu'on l'oublie, en fait. On nous traite d'idéalistes, on nous traite de tout ce que tu veux parce que c'est facile de nous décrédibiliser, en fait. C'est vraiment un truc de décrédibilisation. Mais être idéaliste, c'est pas ne pas être réaliste, justement. Justement, en fait, moi, je suis très réaliste. Le monde, il va trop mal. Les gens, ils crèvent de faim. Les gens, ils vivent dans la merde. En fait, on n'en peut plus de ce monde-là. Et donc, être idéaliste, c'est être justement très réaliste et dire ce monde-là ne marche pas en fait. Le capitalisme, ça ne marche pas. Et en fait, on veut que les choses changent et on veut créer un avenir différent pour nous, pour les autres et pour les générations futures et pour la planète et pour tout le monde. Et c'est très réaliste que de dire ça et que de dire que c'est pas pérenne le monde dans lequel on vit et qu'on veut le changer. Mais pour revenir un petit peu au sujet, j'aimerais qu'on fasse en sorte que les artistes prennent conscience, qu'ils soient militants ou pas, du poids de leur art sur la société, de l'importance de leur représentation, créer des projets à beaucoup pour montrer que ça marche, et réfléchir aussi à imaginer ce nouveau monde-là, et pas être juste contre des trucs, mais en fait des propositions, des solutions à gauche, on en a énormément, on en a beaucoup, et comment aussi dans notre art on peut les imaginer, on peut les écrire. Il y a pas mal de gens qui veulent faire des films, par exemple, où on fait un film sur le nouveau monde, justement, sur notre monde de demain, le nouveau monde. En vrai, c'est notre monde actuel, mais vous avez compris, il faut bien trouver un terme. Alors, c'est trop bien d'écrire des dystopies, d'écrire des trucs où pousser le capitalisme, la surproduction et le progrès technologique dans ses contradictions et montrer que ce monde-là ne marche pas et créer des dystopies où la société est horrible. Mais je pense que les gens, faut aussi leur donner de l'espoir, faut aussi leur montrer que ça marche et faut aussi leur ouvrir l'imagination à un avenir qui est possible et un avenir différent. Et du coup, je pense que c'est important aussi que dans notre art, si on le veut bien sûr, hein, de toute façon depuis tout à l'heure, les artistes sont pas obligés d'être engagés, vous faites ce que vous voulez. Mais si vous voulez, moi je trouve que c'est trop cool qu'on imagine tous ensemble ce monde-là de demain et qu'on écrive des histoires et qu'on fasse des shootings photos et qu'on écrive des chansons et qu'on crée un univers et un imaginaire collectif sur un monde anticapitaliste,
un monde sobre, sur un monde égalitaire, vraiment, un monde démocratique, un monde... Je pense que c'est important qu'on imagine ce nouveau monde-là, parce que sinon on n'ira pas vers ce monde-là, tu vois, on va vers les choses qu'on connaît, et on ne connaît pas ce nouveau monde, parce que, en fait, dans les médias, on nous décrédibilise tellement, et on n'entend tellement pas cette parole-là qu'on n'arrive même pas à l'imaginer. Mais imaginons-le et montrons-le aux gens et matraquons-le aux gens. C'est comme ça qu'on marchera vers ce monde-là. C'est en le voyant vraiment visible et palpable qu'on ira vers ce monde-là. Il faut aussi qu'on déconstruise l'intérieur de nos milieux, comme on a dit, qu'on crée des entreprises avec des dirigeants et des dirigeantes différentes, qu'on revoie nos équipes de tournage, qu'on revoie nos équipes de travail, et qu'il soit le plus inclusif possible, et aussi qu'on entame une transition écologique à l'intérieur de nos milieux, notamment les milieux du cinéma par exemple, et de la photo, c'est quand même des milieux très polluants. Donc comment on fait dans un monde sobre pour moins polluer? Comment on fait pour trouver des solutions? Mais pas forcément nous, hein, mais qu'on réfléchisse tous ensemble et qu'on se donne des tips sur, je sais pas, des endroits où c'est facile d'acheter des trucs de seconde main et que tu trouves plein de décors, sur peut-être créer des réseaux. Ça, faudrait peut-être que je le remette en marche, hein, d'ailleurs, mais j'avais fait un groupe Facebook pour troquer en fait des accessoires et tout de tournage, parce que je pense que le troc c'est l'avenir. Troquer ou donner, ou voilà, c'est en tout cas interdit de vendre. Je sais pas si c'était une bonne idée ou pas, d'interdire de vendre, enfin voilà, j'avais plein de raisons à ça. On en reparlera plus tard, mais j'avais créé un groupe pour qu'on puisse échanger en fait des accessoires de tournage, à faire trucs. Ah, moi j'ai besoin de ça, au lieu que les gens aillent les acheter. Moi, je sais pas, j'ai des boules disco, j'ai des perruques. T'imagines, enfin, je les utilise une fois par an, mais j'en ai besoin. Du coup, je les garde, mais je pourrais grave les prêter à des gens. Et moi, au lieu d'acheter une énième robe pour un shooting, même si c'est en friperie, mais au lieu d'en acheter une, ou alors de me retrouver à devoir acheter du faux gazon à Leroy Merlin neuf, bah en fait si machin il en a et qu'il l'utilise une fois par an, bah je peux lui prendre, tu vois. C'est ça en fait l'esprit du troc, et je pense que c'est important, et j'avais créé un groupe Facebook pour ça. Enfin tu vois, c'est con, mais qu'on entame une transition écologique dans nos milieux, c'est hyper important aussi. Enfin voilà, il y a plein de possibilités. Créons encore une fois voilà nos espaces de parole, nos médias. Soyons solidaires, rencontrons-nous, s'il vous plaît, venez, on essaie de changer le monde tous ensemble. Venez, on apporte nos connaissances à des assos de militants qui font des trucs trop stylés, et on les aide à filmer, on les aide à faire des trucs, même si on n'a pas beaucoup de temps et tout, mais voilà, on apporte un peu notre pierre à l'édifice. Venez dans nos histoires, on raconte des trucs intéressants qui répondront aux besoins de demain. Il y a une phrase qui est vraiment importante pour moi, c'est « j'ai pas envie de changer le monde, mais je veux que le monde change ». Et en fait, je pense que c'est vraiment un truc important de dire... En fait, moi, j'ai pas la prétention de vouloir changer le monde et révolutionner la planète, tu vois. Mais par contre, en fait, j'ai vraiment très envie que le monde change. Et j'ai vraiment très envie que la révolution se fasse. Et j'ai vraiment très envie qu'on change les choses. Et j'ai pas le temps, en fait, d'attendre. Et le monde n'a pas le temps d'attendre. En fait, les gens, c'est aujourd'hui qu'ils sont mal. La planète, c'est aujourd'hui qu'elle est mal. Et en fait, on peut plus continuer comme ça. Et donc, moi, j'ai pas le temps d'attendre. Je suis impatiente, en fait. J'ai pas le temps d'attendre que les choses se fassent d'elles-mêmes, parce qu'elles se feront pas, et elles se font jamais sans que les gens y mettent la main à la pâte. J'ai envie que le peuple reprenne son pouvoir et qu'on y arrive toutes et tous ensemble. Je pense que les choses, en fait c'est même pas je pense, c'est ça peut changer. Si on fait les choses pour et qu'on a un peu de chance, ça peut changer. Et il y a déjà beaucoup de gens qui se battent pour que le monde-là il change. On est vraiment beaucoup à pas être d'accord. On est beaucoup à vouloir changer les choses. On est beaucoup à imaginer des solutions pour demain. Il y a plein de partis politiques de gauche incroyables qui se battent pour le monde de demain. Il y a plein d'associations, mais dans plein de causes différentes qui s'engagent, et de bénévoles qui donnent de leur temps, ou de pas bénévoles d'ailleurs aussi, qui donnent de leur temps pour... essayer de changer les choses. Il y a plein d'artistes qui s'engagent. Il y a plein d'ouvriers, de soignants, de professeurs. Il y a plein de journalistes qui s'engagent. Il y a beaucoup de gens. Il y a plein de militants qui donnent leur vie pour changer les choses. Moi, je continue à suivre plein de gens super forts qui me font du bien à regarder.
Je continue à suivre des Nesrine Slaoui, des Fatima Wassak, des Nicolas Mirieux, des Camille Etienne, des Salomé Saké, des Paloma Moritz, des Partager c'est sympa, des Blast, des Swan Périssé, des podcasts comme Jeans. Vraiment, il y en a plein. Là, je pense à ceux qui sont sur Insta et que je relaye le plus. Mais il y en a plein d'autres. Et j'ai plein de potes aussi qui s'engagent. J'ai plein de gens autour de moi qui m'inspirent de ouf. Et tous ces gens-là, ils existent. Tous ces gens-là, ils sont là. Tous ces gens-là, ils bougent pas, ils sont forts. Et venez, on les soutient. Venez, on leur apporte de la force. Moi, c'est quand je vois plein de gens qui se soulèvent pour une cause que vraiment, je regarde une vidéo de partager, c'est sympa, mais je me mets à chialer, tu vois. Minute 1, genre. Parce que juste, ça m'émeut de ouf de voir que je suis pas folle et qu'on est plein dans ce cas-là à se rendre compte qu'on est dans un monde de dingue, quoi. C'est le podcast vraiment. Bon, ma voix est partie en couille, je suis en fin de Covid en plus, donc voilà, mais... Bon, voilà, c'est un peu la conclusion du podcast. C'est que être artiste, militante et entrepreneuse aujourd'hui, c'est là où je trouve le plus de sens parce que ça me permet de pouvoir m'engager dans mon métier et que je me sens plus forte comme ça, dans mon militantisme peut-être plus impactante, j'en sais rien. Et je pense qu'on est beaucoup et qu'on peut vraiment changer les choses. Voilà, je vais arrêter là parce que je commence à me répéter. En fait, je pourrais en parler pendant des heures et j'ai encore plein de trucs à dire. Vraiment, j'ai encore 1000 trucs à dire. Mais je suis contente de vous avoir dit déjà tout ça aujourd'hui. Et je pense que je vais faire beaucoup plus d'épisodes sur ce genre de sujet. Enfin voilà, merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'ici. Je vous souhaite vraiment plein de bonnes choses. Et je vous souhaite tout plein de courage. On va changer les choses. La planète, elle va aller mieux. Les gens, ils vont aller mieux. Et on va faire des trucs bien tous ensemble. Parce que putain, il y en a marre. Et après, on fera une grosse fête, un grand festival. Mais moi, je me dis tout le temps, vous imaginez si tous les artistes là, ils avaient la thune de pouvoir faire ce qu'ils voulaient, de leur art et tout, mais comment on serait trop bien, comment on vivrait dans un monde avec des escaliers de toutes les couleurs, dans toutes les villes de partout, ou des escaliers noirs pour les artistes un peu gothiques, tu vois. Et ce serait tellement l'effervescence, enfin bref, merci à vous. Je vous envoie plein d'amour, et je vous dis à dans 2 semaines pour un nouveau podcast.